Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci d'être présents cet après-midi avec nous pour ce 4e webinaire Atlanchim Pharma qui va être consacré à la préparation de pyrazole polysubstitué. Donc, après avoir évoqué lors du dernier webinaire la chimie des nucléosides, nous avons souhaité revenir sur un domaine qui est quand même le cœur du domaine de la chimie médicinale, que sont les hétérocycles azotés, et qui d'ailleurs occupe une large part de notre activité au quotidien pour mener à bien les contrats qui nous sont confiés par nos clients. Donc, dans ce cadre, nous avions, il y a quelque temps, publié une lettre scientifique consacrée à la chimie du pyrrole cette fois-ci, et nous avions aussi, toujours dans le domaine de la réactivité et des synthèses des différents composés ayant un motif pyrrole, nous avions effectué un webinaire. Alors, comme cette lettre scientifique et les autres d'ailleurs sont en accès libre sur le site de notre société, et vous pouvez avoir le replay de ce webinaire sur ce site ici. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux pyrazoles. Donc les pyrazoles, bien sûr, ce sont des composés qui sont particulièrement importants dans le cadre de la chimie hétérocyclique avec les composés azotés. C'est des produits qu'on va retrouver, tout du moins ce noyau, on va le retrouver très fréquemment dans des produits d'intérêt, en chimie médicinale, dans le domaine phytosanitaire. Alors ce qui est quand même amusant à noter, c'est que ce noyau pyrrole est peu présent dans les substances naturelles, puisqu'on dénombre à ce jour une vingtaine de composés d'origine naturelle ayant ce système pyrazole. Donc, vous avez ici sous vos yeux le plan qu'on va suivre ensemble. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser rapidement au contexte. On va revenir sur des points essentiels concernant cet hétérocycle. Et ensuite, on va regarder à travers ces différents points des aspects concernant plus la réactivité. Et ensuite, on terminera par des méthodes pour construire ce cycle pyrazole. Alors, comme d'habitude, on a choisi d'illustrer, bien sûr, toute cette chimie à travers des publications récentes, principalement issues de la chimie médicinale. Donc, pour revenir au plan, nous allons donc nous intéresser au contexte. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce cycle pyrazole? Eh bien, vous avez ici à l'écran la numérotation qui est utilisée. Donc, on a bien sûr 2 atomes d'azote qui sont contigus, mais qui ont des propriétés électroniques qui sont différentes. Ce premier, avec ce doublet non apparié, eh bien, va avoir ce doublet intervenir et être impliqué dans l'aromaticité. Par contre, le doublet non apparié du deuxième atome d'azote, lui, aura un caractère nucléophile, et on le reverra en particulier son activité à travers des réactions de N-alkylation. Alors globalement, qu'est-ce qu'on peut dire du pyrazole? Eh bien, c'est un hétérocycle qui est riche en électrons, mais globalement qui est peu réactif vis-à-vis des électrophiles, et ça, on va l'illustrer à travers un certain nombre d'exemples. Alors maintenant, si on regarde d'un peu plus près la réactivité au niveau des différents atomes carbone et azote de cet hétérocycle, et si on examine les densités électroniques, eh bien on va voir que globalement, la densité électronique est principalement centrée sur ces 2 atomes d'azote. Alors, au niveau des atomes de carbone, on voit qu'on a ici en position 4 l'atome de carbone qui est le plus riche en électrons, et vous avez ici en position 5 l'atome de carbone qui est le moins riche en électrons. Alors, comme on le reverra juste après, ça va impliquer des réactivités particulières, et on verra que globalement, cette position 3 est globalement la moins réactive, mais on pourra voir par des petites astuces qu'on peut avoir accès à cette position et pouvoir disons, facilement la modifier. Alors, pour continuer, on va... alors, j'ai un petit souci avec mon diaporama. Oups. Alors, une minute, voilà.
Donc, pour revenir un petit peu à ce contexte et pour faire un résumé de ce qu'on peut, voir en termes de réactivité, eh bien, pour reprendre un peu ce que j'ai dit à l'instant, on a la position 4 qui sera une position, nucléophile, donc on pourra faire des réactions de substitution électrophile dans cette position qui est riche en électrons. Parmi les protons qui sont portés par des atomes de carbone, eh bien, c'est celui-ci en position 5 qui est le plus acide. Donc, il a un pKa d'environ à peu près 30. Hein, on en reparlera un peu plus tard. Donc, on va pouvoir faire des réactions de déprotométhylation. Bien sûr, il faudra que cet azote soit protégé, puisque dans ce cas-là, l'hydrogène du pyrazole a un pKa qui est de l'ordre de 14-15. Alors, maintenant, en ce qui concerne, d'autres aspects qui sont vraiment, importants au niveau de ce pyrazole, il y a une chose qui va, disons, quelquefois nous compliquer la vie, quelquefois qui va nous la simplifier, hein, c'est cet aspect tautomérie annulaire. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a des pyrazoles qui sont, dissymétriques? Eh bien, on peut avoir une tautomérie, un équilibre tautomère. On va avoir ici la migration de cet hydrogène sur l'atome d'azote en position 1 qui va migrer sur l'atome d'azote en position 2, avec de manière concomitante eh bien, un changement de position de ces deux insaturations. Alors, ces équilibres sont régis par un certain nombre de facteurs. Ça peut être en particulier le solvant, mais ce qui n'est pas le point le plus important, c'est souvent lié à la nature des substituants, en particulier en position 5 et en position 3. Donc leur nature, c'est leur propriété en termes d'encombrement, donc la gêne stérique ou leurs propriétés électroniques. Alors, bien sûr, lorsque l'azote est substitué, l'aspect tautomérie disparaît. Hein, quand il y a une substitution, bien sûr, dans cette position 1, eh bien, on n'a plus cet aspect d'équilibre tautomérique. Alors, maintenant, on va revenir à la réactivité de cet hétérocycle. Donc, la première chose qu'on va examiner ensemble, eh bien, ce sont les réactions de N-alkylation. Donc là, c'est pareil, on a choisi deux exemples. Un exemple où vous avez ici un pyrazole qui est bien sûr symétrique. Donc, ce qu'on va faire dans ces conditions pour avoir ce dérivé N-alkylé, eh bien, on va le traiter avec cet électrophile en présence de carbonate de potassium dans l'acétonitrile. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans ces conditions, ce doublet non apparié qui n'intervient pas dans la conjugaison va déplacer le brome, hein, par une réaction de type SN2 et on va obtenir après traitement en milieu basique, donc c'est-à-dire avec K2CO3 du, du pyrazolium intermédiaire qui sont formés, eh bien le produit de N-alkylation. Donc ce sont des réactions qu'on voit très souvent dans la littérature et ce qui se déroule de manière efficace, en particulier comme dans le cas que vous avez sous les yeux, avec un pyrazole qui est symétrique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un pyrazole qui est dissymétrique? C'est un petit peu le cas qu'on a sous les yeux. Eh bien, les auteurs ont voulu changer un petit peu la façon de procéder. Hein. C'est une autre façon de faire des réactions de N-alkylation. Donc, dans ce cas-là, ils ont pris une base qui est bien plus forte, qui va être capable d'arracher cet hydrogène. Et l'anion formé sur l'azote eh bien, va faire une réaction de substitution une substitution de type SN2 et va déplacer ce brome de ce dérivé alpha-bromoacétamide. Et dans ce cas-là, comme on a un pyrazole qui est dissymétrique, eh bien, on va obtenir un mélange des deux régioisomères. Alors, comme on peut le voir ici, et comme on pouvait s'en douter, le régioisomère qui va être majoritaire, c'est celui qui aura, disons, une gêne stérique qui sera moindre entre le groupement alkyle qu'on a introduit sur l'atome d'azote en position 1 et un des substituants déjà présents sur le pyrazole. Donc, dans ce cas-là, au niveau du régioisomère majoritaire, on voit bien qu'on a ici le groupement méthyle qui se trouve proche du groupement qui a été introduit. Par contre, la gêne stérique est là, mais si on regarde l'autre régioisomère qui s'est formé, eh bien, on a une gêne stérique qui est bien plus importante. Puis dans ce cas-là, on a ici à la place du méthyle, en quelque sorte, on a une fonction éthylester. Donc, on a ici un encombrement qui est bien plus important, d'où la formation de ce régioisomère dans des proportions bien plus faibles, et c'est tout à fait logique dans ce cadre-là. Alors,
Autre choses qui sont intéressantes à noter en termes de réactivité, ce sont les réactions de substitution électrophile de type aromatique. Alors, si on regarde un petit peu toutes les possibilités qu'on a lorsqu'on va faire sur ces carbones 3, 4 et 5 une réaction de substitution électrophile avec un électrophile, eh bien, on va pouvoir comme ça former un certain nombre de formules limites de résonance. Et quand on examine l'ensemble de ces formules de limites de résonance, eh bien, on se rend compte que lorsqu'on a une substitution électrophile en position 3 et en position 5, on passe par cette forme limite dans laquelle vous pouvez voir un motif de type azoïque qui est protoné. Et ces formes limites eh bien, sont très très défavorables et ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'il sera difficile, voire impossible, de faire des réactions de substitution électrophile en position 3 et en position 5. Alors ça tombe bien puisque dans le cadre de la substitution électrophile, cette fois-ci en position 4, comme c'est le cas ici, eh bien, d'une part, on a ici l'atome de carbone qui est le plus riche en électrons et on ne voit pas apparaître de formes limites qui sont déstabilisées comme c'était le cas précédemment. Donc, on aura uniquement une substitution électrophile sur cette position 4 et on retrouve ça, bien sûr, largement exploité dans la littérature. Alors, avec quand même un petit bémol, dans le sens où, comme je l'ai dit au tout début de cette présentation, le pyrazole reste un hétérocycle qui est peu réactif vis-à-vis des électrophiles et on le voit très bien comme c'est illustré ici avec cette réaction d'acylation de type Friedel-Crafts où le rendement est très très modeste et on retrouve peu d'exemples dans la littérature avec un pyrazole qui est nu de ce type. Alors, on pourrait aussi mettre en avant le fait que dans le cas du pyrazole, ici on a un doublet non apparié qui peut, disons, interagir avec l'acide de Lewis qui est utilisé dans ces réactions d'acylation de Friedel-Crafts. Hein, et majoritairement, on utilise dans ce cadre-là le chlorure d'aluminium. Ce n'est pas vraiment le cas, c'est plutôt la nature électronique du pyrazole qui est un problème. Et cette coordination doublet non apparié de l'azote sur les acides de Lewis. Par contre, ça, on la note en particulier dans la chimie des indoles, et ce qui n'est pas le cas ici. Alors, vous avez un autre exemple qui est intéressant, parce qu'on dit toujours, quand vous avez un hétérocycle qui est pauvre en électrons, c'est très difficile, et c'est normal de faire une réaction de substitution électrophile. Mais ce qui peut se passer, c'est que si déjà, sur cet hétérocycle, vous avez un groupement qui va être capable de donner un tant soit peu des électrons, donc enrichir le système, eh bien, c'est tout bénéfice, et vous pouvez imaginer pouvoir faire ces réactions de manière plus efficace. Alors c'est un petit peu le cas ici où vous avez en position 5 ici ce motif phtalimide et le doublet en apparié, même s'il est engagé dans la conjugaison avec le carbonyle de ce motif phtalimide, on peut imaginer qu'il va être aussi, il va permettre par son déplacement sur le cycle pyrazole, hein, un petit peu comme le ferait une énamine, à enrichir cet hétérocycle. Et dans ce cas-là, on voit qu'il y a quand même un effet, puisque dans l'exemple que vous avez sous les yeux, eh bien, les auteurs ont pu reprendre des conditions classiques des acylations de Friedel-Crafts et obtenir le composé avec un rendement qui est tout à fait correct, hein, plus de 80%, à une échelle qui est quand même assez importante. Donc c'est quand même à moduler, ça va dépendre des substituants qui sont présents sur votre pyrazole quand vous souhaitez faire ces réactions de substitution électrophile. Alors, d'une manière générale, quand on regarde la chimie des hétérocycles azotés, il y a une réaction de substitution électrophile qui fonctionne en général toujours bien, voire très bien. C'est tout ce qui est réaction de bromation ou d'iodation avec des réactifs de type N-iodosuccinimide ou N-chlorosuccinimide. Alors là, vous avez un exemple qui est intéressant avec cette N-méthyl, avec ce N-méthylpyrazole. Donc ça, c'est un exemple qui est issu d'un journal que j'aime bien, hein, Organic Process Research and Development, parce que la chimie qui est décrite eh bien, est robuste, hein, et les gens, quand ils vont mettre
mettre au point un mode opératoire, eh bien, ils vont essayer tout un tas de choses. Et il y a une optimisation. Il y a souvent, quand on lit les articles de cette revue, tout un tas de petites astuces qui sont toujours très utiles, hein, après pour la suite. Et c'est un excellent journal. Et là, vous allez avoir une réaction d'iodation électrophile. Donc là, les auteurs, compte tenu du scale-up qui est fait, puisqu'on est pratiquement à 20 kg de produit de départ, ils vont utiliser un demi-équivalent d'iode. Donc là, on va faire la réaction de substitution électrophile, bien sûr, en position 4. Et lors de cette réaction, eh bien, on va libérer des ions iodures. Eh bien, les auteurs ont utilisé de l'eau oxygénée pour réoxyder ces iodures en iode de telle manière à ce que, in fine, eh bien, tous les atomes d'iode soient consommés, d'où le fait de mettre qu'un demi-équivalent. Alors ensuite, avec ce dérivé iodé ici, eh bien, on va enchaîner une réaction d'échange halogène-métal en traitant ce dérivé iodé par le chlorure d'isopropyl-magnésium. Donc, on va faire in situ ce magnésien et ensuite, on va arriver avec cet amide de Weinreb, hein, avec ce motif oxadiazole, hein, et qui va permettre eh bien, d'obtenir très facilement cette cétone. Et vous voyez, cette séquence est très intéressante parce que si on fait le schéma rétrosynthétique, c'est-à-dire que si on fait la coupure ici, eh bien, ça équivaut à une réaction de type acylation de Friedel-Crafts. Mais comme on a vu, c'est difficile. Donc, c'est, disons, un enchaînement dans cette séquence qui permet de contourner ce problème du manque de réactivité en général, hein, des pyrazoles vis-à-vis de cette réaction d'acylation de Friedel-Crafts. Alors, un autre exemple là aussi qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, vous allez avoir ce dérivé pyrazole avec ce groupement ester en position 5. Donc c'est un groupement qui a un côté électroattracteur par effet inductif et par effet mésomère. Donc si vous refaites un petit peu une réaction de substitution électrophile pour introduire en position 4 ici un atome de chlore, donc les auteurs là ont utilisé du chlorure de succinimide, eh bien, on voit que dans le cas du groupement R isopropyl, cyclopropyl, pardon, eh bien, vous avez besoin de conditions qui sont relativement dures, hein, et ça vient du fait que vous avez appauvri votre système hétéroaromatique. Donc, on obtient, bon an, mal an, le produit souhaité avec un bon rendement, mais on est quand même dans des conditions activation sous micro-ondes, 100 degrés. Et si maintenant vous faites la même opération en substituant le cyclopropyl par un motif pyridine, ben là, vous allez avoir un groupement qui est fortement électroattracteur par effet inductif. Eh bien, vous allez avoir un noyau qui sera encore moins riche en électrons. Donc là, il faut avoir des conditions un peu plus dures pour mener à bien la réaction qui se fait avec un rendement qui est un petit peu plus faible que la première. Donc on voit bien que c'est vraiment important pour avoir des réactions de substitution électrophile efficaces, hein, de regarder ce qui se passe et ce que peuvent apporter les substitutions qui sont déjà en place. Mais ce sont des réactions, hein, qui sont très largement utilisées, bien sûr, dans la littérature. Alors, parmi les réactions qui sont aussi énormément utilisées dans la littérature, qui sont très utiles, hein, et c'est vrai que l'objet un petit peu de ces webinaires, c'est de faire un focus sur ce qui marche et ce qui est utilisé, hein, et ce qu'on utilise d'ailleurs en interne chez Atlanchim Pharma, puisque depuis un certain temps, on a, à travers les contrats qu'on réalise pour nos clients, vu apparaître un peu plus de chimie liée à ces pyrazoles. Donc, on a vu aussi que toutes ces réactions de déprotométhylation était vraiment intéressante, puisque on l'a déjà évoqué au tout début concernant l'acidité de cet hydrogène en position 5. Hein, vous voyez, on a un pKa qui est de l'ordre de 34. Et aussi, on a une position qui est excessivement réactive, hein, puisque si vous regardez cette revue qui a été faite par des collègues rennais d'ailleurs, eh bien, on voit que cette position 5 est 1500 fois plus réactive que la position 3, c'est-à-dire celle-ci, et 750 fois plus réactif que la position 4 qui est ici lors des réactions de déprotonation, bien sûr avec des bases fortes. Alors l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est un exemple qui est très important. Donc on va avoir un pyrazole, bien sûr, qui est protégé, parce que si on ne protège pas, eh bien la base forte va venir arracher l'hydrogène. Alors la protection, on va mettre un groupement protecteur, certes, mais on va lui demander un petit peu plus à ce groupement protecteur. Et ce sont souvent des groupements de type THP ou des groupements SEM, parce qu'ils ont dans leur structure un atome d'oxygène avec un doublet non apparié, et c'est pas innocemment qu'on les utilise, parce que comme on le verra, eh bien, ce doublet non apparié va permettre une meilleure stabilisation du lithien. Donc on est un petit peu dans le
concept ou dans qu'on appelle souvent en chimie organiques sur des systèmes aromatiques en version organométallique, les groupements orthométallants. Donc il y a un peu cet esprit et on le voit très bien puisque dans ce cas-là, on va traiter ce composé ici avec soit un SEM, soit un THP avec du N-butylithium. Donc on fait le lithien en position 5, on le traite par du triisopropyl borate, ensuite on traite le composé formé par du pinacol et on obtient ces esters boroniques. Alors, ce sont des composés, bien sûr, qui sont très précieux. Hein. Quand on veut introduire des motifs pyrazole plus ou moins substitués, eh bien, tout de suite, on va pouvoir utiliser la chimie du palladium et bien sûr, tout ce qui est réaction de couplage de type Suzuki-Miura. Alors, toujours pour continuer dans cet aspect, il y a un autre exemple qu'on a aussi trouvé intéressant, hein, c'est de partir d'un pyrazole, cette fois-ci, qui est dissymétrique. On va le protéger avec le groupement THP. Et dans ce cas-là, eh bien, on va avoir ce fameux problème des mélanges de tautomères, hein, de la tautomérie. Donc, on va avoir, lors de la protection, eh bien, deux composés qui sont des régioisomères. Donc, on voit bien que le régioisomère formé, qui est celui-ci, est majoritaire, puisque c'est dans ce cas-là qu'on a les gènes stériques qui sont les moins importantes. Hein. Les deux groupements les plus encombrants sont vraiment éloignés, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Donc, on voit bien la proportion à 75-25. Donc, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va traiter ça par du butylithium. Mais la chose qui est importante, c'est quand on regarde ce régioisomère, eh bien, ce qui était initialement la position 3 ici est devenu la position 5. C'est-à-dire que quand on va rajouter ici le butylithium, eh bien, le butylithium va venir arracher cet hydrogène en position 5, mais il ne va pas arracher cet hydrogène parce qu'il n'est pas dans la bonne position. Et de toute façon, ce qui est montré aussi dans la littérature, si vous formez une charge négative ici, vous avez un doublet non apparié qui est ici. Donc, il y a une répulsion électronique qui est telle qu'on a impossibilité, bien sûr, de faire une déprotonation dans cette position 3. Et comme tout à l'heure, eh bien, ce lithien va être piégé par du triisopropyl borate et ensuite, on va faire le traitement avec du pinacol pour obtenir ce composé. Et dans ce cas-là, eh bien, on va pouvoir séparer les deux composés. Celui-ci n'ayant pas réagi, il a une structure chimique qui est très différente, qui va permettre une séparation aisée, soit par cristallisation ou soit par chromatographie si on est à petite échelle. Alors, pour continuer maintenant un petit peu ces réactions de déprotométhylation, il y a un autre aspect qui est intéressant. C'est une astuce qui a été largement utilisée hein, dans la littérature et les premiers à l'avoir utilisée, ce sont des industriels hein, de chez Pfizer, qui ont fait la chose suivante. Ils ont utilisé ici un groupement protecteur, alors toujours les mêmes, hein, soit le groupement protecteur THP, et plus tard, hein, le groupe de SAMS a fait exactement la même chose avec le groupement SEM. Donc moi, je vais rester ici avec le groupement protecteur de type THP. Donc vous avez votre THP dans cette position. Donc on va faire la première séquence, hein, déprotonation, donc on arrache l'hydrogène en position 5, on piège l'anion formé, c'est-à-dire le lithien, par un électrophile, on obtient ce premier composé. Et ce qu'on va faire ici, on va faire une espèce de tautomérie, ça veut dire qu'on ne va pas faire migrer un hydrogène d'un azote à un autre, mais tout simplement, on va se débrouiller pour changer la position du groupement protecteur et le remettre maintenant sur cet atome d'azote. Donc, c'est le concept de Treatable Metal Directing Group. Et on obtient maintenant cet autre composé. Hein, et dans ce cas-là, eh bien, on a dans cette position maintenant qui était l'ex-position 3, une position 5, eh bien, on va refaire la même opération, de telle manière, après avoir déprotégé ici l'azote en position 1, eh bien, d'avoir un pyrazole qui a été substitué à volonté hein, par des électrophiles en position 5 et en position 3. Donc, c'est quelque chose qui est très utilisé. Alors, je ne vais pas détailler les travaux qui ont été faits par SAMS, mais je vais juste illustrer un peu ce que je viens de vous présenter à travers un exemple de la littérature. Donc l'exemple, vous l'avez sous les yeux. Donc on part tout simplement du pyrazole, on le protège avec le THP de manière classique. Et là, vous voyez, j'ai bien mis le petit doublet non apparié de l'oxygène. Et quand vous avez le lithien qui va s'implanter ici grâce à la réaction de déprotométhylation, eh bien, on peut imaginer hein, une coordination entre le lithium et l'atome d'oxygène ici. Hein. Et c'est toute l'affinité
qu'a l'oxygène pour le lithium. Donc on refait la réaction d'alkylation ici avec du bromure de benzyle. Alors les auteurs ont fait la chose suivante, ils ont traité le composé obtenu par une solution d'HCl dans l'éther, coupé le groupement protecteur, ils ont tout évaporé, ils ont retraité le produit brut obtenu par du dihydropyrane, en présence d'une quantité catalytique d'acide trifluoroacétique. Donc là, ils vont former majoritairement, voire exclusivement, ce régioisomère. Donc là, maintenant, on a une position 5. On va bien sûr la traiter par le butylithium, piéger avec de l'iode, obtenir ce dérivé iodé qui va être engagé ensuite dans des réactions de type Suzuki-Miura avec ce catalyseur au palladium, avec ce ligand basé sur des ferrocènes, des phénylferrocènes. Et on obtient le produit de couplage entre cet indole et ce pyrazole. Puis ensuite, eh bien, on peut déprotéger le groupement protecteur qui a, comme je l'ai rappelé, un petit côté orthome orienteur. Alors maintenant, on va s'intéresser aux synthèses de ces pyrazoles. Alors c'est pareil, quand on regarde la littérature, il y a énormément de synthèses qui ont été publiées, énormément de variantes de ces synthèses, mais globalement, quand on examine un peu toute cette littérature, on se rend compte quand même qu'il y a des synthèses qui reviennent, qui sont quand même très utilisées, et c'est en particulier la synthèse de Knorr. Alors ça fait penser un petit peu à la fameuse synthèse des pyroles par la méthode de Pál-Knorr, donc c'est, disons, très proche, puisque pour la méthode de Pál-Knorr, on utilise un composé dicarbonylé 1,4, et ici, on va utiliser bien sûr un composé dicarbonylé 1,3. Alors, d'une manière générale, eh bien, on utilise ce type de composé dicarbonylé, donc 1,3, qu'on va traiter avec une hydrazine. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut toujours voir, c'est que vous pouvez avoir en main une méthode de synthèse qui soit très efficace, mais il y a toujours une chose qu'il faut regarder, et toujours une question qu'il faut se poser, c'est quelle est la facilité d'accès aux partenaires que j'ai besoin pour cette méthode. Et on voit que dans la synthèse de Knorr, qui a été publiée en 1883, eh bien, c'est facile d'avoir tout un tas d'hydrazines diversement substituées, et la synthèse des dicétones 1,3 est relativement simple aussi, ce qui n'est pas le cas des synthèses des dicétones 1,4, et c'est plus difficile d'avoir ces composés. Et il y a une réaction qui est souvent utilisée pour obtenir ces composés, c'est la réaction de Stater. Donc dans ce cas-là, on n'a pas ces problèmes qu'on rencontre quelquefois dans la synthèse des pyroles via la méthode de Pál-Knorr. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme on a deux composés, on a deux, disons, sites carbonés, eh bien, on va avoir malheureusement, si la différence de réactivité entre les deux carbonyles n'est pas assez tranchée, eh bien, comme c'est expliqué ici, on pourra former les deux hydrazones correspondantes à ici une réaction avec le carbonyle 1 et ici une réaction avec le carbonyle 2. Et chacune de ces hydrazones eh bien, va, par une réaction de cyclisation déshydratante avec le doublet non appareillé ici, réagir avec ce carbonyle, et vous vous retrouvez avec un mélange de deux régioisomères. Alors, comme c'est une réaction qui est simple, partenaire facile d'accès, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits pour améliorer cette régiosélectivité, et beaucoup de travaux qui ont été réalisés par les chimistes de la firme Merck en particulier, qui ont montré que le solvant historique qui était utilisé, qui est l'éthanol, eh bien, était dans certains cas pas le meilleur. Il faut quelquefois mieux utiliser des solvants aprotiques polaires, comme le NN-diméthylacétamide. Et là, il y a toute une littérature abondante qui a été faite et publiée pour, disons, améliorer cette régiosélectivité. Alors, maintenant, on va prendre un certain nombre d'exemples. Alors, un exemple qu'on a trouvé particulièrement intéressant, puisque c'est quelque chose qui, par la suite, a été monté en échelle, c'est la synthèse de cette phosphine. Alors, j'en dirai quelques mots à la fin de la présentation de cette slide. Donc là, on est dans le cadre d'une synthèse de Knorr avec une dicétone 1,3 qui est symétrique. Alors, compte tenu de la nature de cette dicétone, eh bien, elle est sous forme d'énol pour au moins un carbonyle, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va faire une bromation de cet énol. Donc là, on utilise une source de Br2 solide, c'est le tribromure de pyridinium, qui va permettre d'introduire un atome de brome dans cette position. Et là, on va faire une réaction
de N-alkylation avec le pyrazole lui-même, donc c'est le doublet d'appareil ici qui va déplacer le brome. On va obtenir dans un premier temps cet intermédiaire, et dans ce cadre-là, eh bien, on va traiter cette dicétone 1,3 par cette aryle, cette phénylhydrazine, dans des conditions classiques, solvant protique, catalyse acide acétique en l'occurrence. On va former cette hydrazone et qui, par une réaction de cyclisation déshydratante, eh bien, va conduire à la formation donc, de ce pyrazole. Alors, ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est qu'ensuite, les auteurs eh bien, ont traité ce composé-là par du N-butylithium, donc ils vont arracher l'hydrogène en position 5 sur le pyrazole qui a été obtenu via une réaction de N-alkylation, et le lithien qui a été formé eh bien, va être piégé par la diterbutylchlorophosphine, de telle manière à avoir cette phosphine qui est un ligand pour la chimie du palladium très efficace, en particulier dans le cadre des réactions d'aminopaladation. Et c'était un besoin qu'avaient les gens de chez Pfizer. Et en utilisant la séquence que vous avez sous les yeux, ils ont pu la monter en échelle et produire jusqu'à 4 kg de cette phosphine. Alors, ça fait vraiment penser un petit peu aux phosphines qu'a développé Buchwald, qui sont des fameuses biarylphosphines et qui ont tout un tas de propriétés vraiment très intéressantes dans les cycles catalytiques de la chimie du palladium. Alors, maintenant, on va voir des exemples, malheureusement, qui se passent un peu moins bien, surtout celui qu'on va examiner ensemble. Donc ça, c'est l'exemple typique de ce qu'on peut malheureusement avoir quand on a une différence de réactivité qui n'est pas tranchée entre les deux carbonyles de la dione 1,3. Eh bien, c'est cet exemple ici où ce composé va être traité par de la méthylhydrazine, et on va avoir à la fois une formation de l'hydrazone majoritaire ici sur ce carbone ici, de telle manière à obtenir ce régioisomère, et le carbonyle le moins réactif va conduire bien sûr à ce régioisomère qui est formé dans des quantités qui sont moindres. Alors c'est pareil, on peut avoir des exemples où il y a une différence de réactivité tranchée entre les deux carbonyles de la dione 1,3. Donc c'est l'exemple que vous avez sous les yeux. Et ça, c'est des choses qui ont été optimisées par les chimistes de chez Lilly, qui, en utilisant cette dicétone avec ici une partie ayant en alpha de ce carbonyle, eh bien un groupement comportant deux atomes de fluor. Donc ces atomes de fluor ont des effets électroattracteurs très forts. Donc on va avoir un carbone ici qui va être appauvri en électrons, donc fortement électrophile. Et ils ont remarqué aussi ce qui pouvait être important, c'est d'utiliser un solvant protique type alcool fluoré, de telle manière à avoir ici un hydrogène qui soit un peu plus acide. Là, on a des pKa qui sont de l'ordre de 13-14 comparé au pKa de l'éthanol qui est autour de 16-17. Donc un hydrogène un peu plus acide, une liaison hydrogène qui sera un peu plus forte avec les carbonyles, donc avec celui-ci, et qui va contribuer à encore augmenter le caractère électrophile de ce carbonyle. Et dans ce cas-là, eh bien, la condensation se fera juste sur ce carbone pour conduire à l'hydrazone correspondante qui, par réaction de cyclisation, va conduire à ce composé. Alors, une petite étape qui est toujours très intéressante, qui est souvent utilisée d'ailleurs en chimie hétérocyclique, en particulier sur les hétérocycles azotés, eh bien, c'est que ici, vous avez pu introduire en position 5 un furane. Donc on aurait pu très bien utiliser un couplage palladier pour faire la même chose, mais cette séquence est sans doute bien plus simple. Et ensuite, eh bien, en traitant ce composé-là avec ce motif furane, dans les conditions qui sont excès de NaIO4 en présence d'une quantité catalytique de RuCl3, eh bien, vous allez former in situ du RuO4, et RuO4 est capable d'oxyder les furanes en acide carboxylique, et c'est souvent intéressant puisqu'il faut voir dans certains cas un motif furane comme étant un acide carboxylique masqué. Donc ça peut être des choses très intéressantes en synthèse. Alors, bien sûr, cette synthèse de Knorr a permis de faire tout un tas de variantes, parce que c'est une méthode qui est robuste. Alors, on peut utiliser des composés comme celui-ci, un benzoyle
acétonitrile, où vous avez ici qu'un seul carbonyle. Donc, ce qui va se passer avec cette hydrazine, eh bien, formation uniquement, bien sûr, de l'hydrazone dans cette position. Et quand vous avez formé l'hydrazone, eh bien là, vous allez avoir une attaque de l'azote via ici son doublet non apparié sur le carbone, cette fois-ci du groupement nitrile, de telle manière, in fine, à avoir ce composé avec en position 3 ici, un NH2. Alors là, ça, c'est une séquence qui est très intéressante. Et quand on regarde, par exemple, Scifinder, on va voir qu'elle est très utilisée parce que derrière tout ça, eh bien, c'est comme dans la chimie de l'analine, de l'alanine et de ses dérivés, hein, eh bien, vous allez pouvoir faire des réactions de type Sandmeyer, hein, et on voit après les gens qui vont traiter ce composé-là par du nitrite de sodium, faire le diazonium et ensuite pouvoir avoir les dérivés bromés, iodés et ensuite faire des couplages palladiers. Donc ça, c'est une séquence qui est très intéressante. Et là, vous avez aussi une façon de faire cette hydrazine substituée ici. Donc on va prendre ce 2 thiazole et on va le traiter par l'hydrazine elle-même, de telle manière, par réaction de substitution nucléophile, et bien obtenir cette hydrazine substituée. Et comme je le disais un petit peu avant, hein, la chimie des hydrazines est aussi une chimie qui est excessivement riche. Alors, vous avez encore un dernier exemple ici de synthèse de Knorr où il y a une autre petite astuce. Donc, on va traiter ce composé dicarbonylé ici avec ce réactif, hein, qui est le NN-diméthyl formamide d'isopropyl acétal, qui va conduire à travers cette réaction de condensation à cet énamino dicarbonylé 1,3. Donc là, c'est un motif qui est vraiment intéressant parce que quand on regarde ce motif ici, eh bien, on voit qu'on a un accepteur de Michael et ayant dans cette position ici bêta une diméthylamine, eh bien, quand cette diméthylamine va être protonée, on pourra imaginer faire des réactions de rétro-Michael. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et ce qui a été fait par ces auteurs, c'est vraiment subtil, c'est que la trace d'acide pour protoner cette diméthylamine, eh bien, ils l'ont introduit à l'aide du chlorhydrate de cette arylhydrazine. Donc, quand on ajoute ce chlorhydrate d'arylhydrazine à cet énamino dicarbonylé 1,2, on va avoir d'abord une protonation ici de la diméthylamine. Ensuite, l'hydrazine qui a été libérée de son sel va réagir comme un nucléophile. Donc, on va faire une réaction de type Michael. Et dès que cette réaction de Michael est faite, eh bien, la charge moins ici va rebasculer de telle manière à faire une réaction de rétro-Michael. Et on va obtenir cette fois-ci ce composé qui, dans les conditions opératoires, eh bien, va subir une réaction de cyclisation déshydratante, hein, puisque cet azote va venir réagir avec le carbonyle de cette cétone, bien sûr pas celui-ci, puisque c'est un carbonyle d'amide, et on va obtenir de manière très efficace ce pyrazole qui est comme vous pouvez le voir, trisubstitué. Alors, on pourrait penser que cette approche permet d'éviter les problèmes de régiosélectivité qu'on obtient dans les méthodes de Knorr classiques, comme on l'a vu. Alors, c'est plus délicat dans le sens où si vous utilisez une hydrazine aromatique, effectivement, c'est bien cet azote qui est le plus nucléophile parce que celui-ci, le doublet non apparié, eh bien, va être engagé dans la conjugaison avec le système aromatique. Par contre, c'est souvent plus délicat quand vous avez une hydrazine avec un groupement R ici, puisque dans ce cas-là, eh bien, vous avez certes cet azote qui est le plus nucléophile, hein, mais quelquefois celui-ci a un caractère nucléophile qui est relativement proche. Donc, on peut observer dans ce cadre-là des mélanges et on obtiendrait, disons, in fine, des mélanges de régioisomères. Donc, c'est une méthode qui est parfaitement adaptée quand on a des hydrazines de type aryl. Alors, pour terminer un petit peu cette vue, cette overview des méthodes de synthèse des pyrazoles, on va examiner là aussi une réaction de cycloaddition 1,3 dipolaire qui est très utilisée, hein, et vous avez un premier exemple ici sous les yeux. Donc, on va partir de l'éthylglyoxalate, hein, qui va être traité par la méthylhydrazine. On va obtenir cette première hydrazone qui va être bromée. Donc, on va avoir une addition du brome
brome dans cette position et ensuite on va expulser un proton de telle manière à avoir cette bromohydrazone. Et cette bromohydrazone va être mélangée avec cette énamine, donc une double liaison qui est très riche en électrons. Et une fois que le mélange est réalisé, eh bien, on rajoute de la triéthylamine. Et dans ce cas-là, eh bien, on va avoir un déplacement du brome par la triéthylamine. Donc, on va obtenir ce premier intermédiaire, cet ammonium, qui par élimination du bromhydrate de triéthylamine, eh bien, va conduire à la formation de ce qu'on appelle un étoxycarbonyle euh, nitrylimine. Donc, c'est un dipôle qui va réaliser par un processus de cycloaddition 2 plus 3, eh bien, la formation de ce premier intermédiaire. Et ici, la réaction est totalement régiosélective. Et ensuite, par protonation de cet azote ici, on va avoir une élimination de la morpholine et on obtient bien sûr la construction souhaitée avec ces deux substituants en position 3 et en position 5. Et ça, c'est une séquence qu'on voit très souvent dans la littérature. Et là, vous avez un deuxième et dernier exemple de synthèse de ce type utilisant des réactions de cycloaddition 1,3 dipolaire. Donc là, c'est un petit peu différent et c'est vraiment une chimie là aussi qui est intéressante. Donc on va partir avec cette aniline fluorée, donc on va former le sel de diazonium et ensuite on va traiter ce sel de diazonium par cette chloroacétyl acétate de méthyle qui va sans doute, dans les conditions acides, réagir en tant que nucléophile sous forme d'énol, qui va venir s'additionner ici sur ce carbone de ce sel de diazonium pour conduire à cet intermédiaire, donc avec ici un motif de type azoïque. Et compte tenu de la structure du produit, eh bien, on a un réarrangement concerté à 6 centres hein, qui va conduire à la formation de cette chlorohydrazone et expulsion du cétène. Alors, ce sont des réactions qui sont relativement rares, mais qu'on voit quelquefois, et en particulier, beaucoup de gens pensent, quand on utilise le réactif de Dess-Martin-Ogira hein, pour former l'espèce réactive qui permet de transformer un carbonyle en alcine vraie, eh bien, on aurait un mécanisme de ce type où on expulse hein, une molécule très volatile. Donc, on forme d'ici de manière très efficace cette chlorohydrazone qui va être engagée avec cette fois-ci une double liaison qui est pauvre en électrons, hein, puisqu'on a une double liaison d'un ester alpha-bêta insaturé. Donc, on fait la même opération que tout à l'heure. Hein. On mélange ces deux composés, hein, la double liaison pauvre en électrons, la chlorohydrazone, et cette fois-ci, la formation dans ce cadre-là du méthoxycarbonyle nitrilimine, donc ce dipôle, va se faire grâce à l'ajout de carbonate d'argent. Donc, c'est le côté halogénophile de l'argent qui va faire qu'on a une réaction d'élimination pour former donc ce dipôle qui, là aussi, par un processus de cycloaddition 2 plus 3, va conduire à se composer. Alors là, bien sûr, eh bien, on a d'une part une réaction qui est totalement régiosélective, mais ici, il faut une étape supplémentaire hein, pour pouvoir faire une réaction de déshydrogénation, donc oxyder cet intermédiaire de telle manière à avoir ici ce pyrrole tétrasubstitué. Alors, c'est une méthode qui est très efficace et pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la régiosélectivité dans les deux cas, puisqu'on a le même réactif dipolaire, mais on a deux doubles liaisons qui sont de nature électronique différente. Il y a tout un tas de papiers hein, qui expliquent un peu ces processus hein, qui sont liés à ce qu'on appelle les orbitales moléculaires frontières et en particulier ce papier décrit bien un petit peu ces aspects concernant la régiosélectivité. Alors, voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui sur la chimie du pyrazole. Donc, pour revenir un petit peu à Atlanchim Pharma, donc on est une société hein, qui a développé depuis maintenant 16 ans d'existence un savoir-faire en chimie de synthèse important, hein, puisque on faisait un peu une comptabilité au bout de 16 ans, c'est à peu près entre 1600 et 1700 contrats qui ont été réalisés pour nos clients. Et les chimistes qui sont à la paillasse, eh bien, à travers toutes ces années, à travers toute cette chimie qui a été faite, eh bien, ont acquis un savoir-faire et un savoir-faire pratique, hein, en particulier donc dans le domaine de la chimie hétérocyclique. Alors, comme on parle d'eux, bien j'aimerais les remercier d'une part pour toutes les discussions qu'on peut avoir au quotidien et dans les points scientifiques, et aussi pour l'œil attentif qu'ils ont eu pour la relecture de ce webinaire. Et j'aimerais aussi, à titre personnel, remercier Jonathan Leblanc, qui a été mon premier relecteur.
Toujours dans les remerciements, eh bien, j'aimerais remercier Aurélie et Marie-Amélie hein, qui ont mis en place ce webinaire. Et bien sûr, je vous remercie pour votre attention et bien sûr, je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, soit maintenant ou n'hésitez pas à me contacter par courrier électronique. Hein, vous avez mon adresse email et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, à vos interrogations ou si vous-même avez des compléments à apporter à ce que j'ai pu vous présenter, ça serait vraiment bien le bienvenu. Alors, il y a quelqu'un qui me demande est-ce que la double déprotection a-t-elle été testée pour s'affranchir du groupement protecteur? Je ne pense pas, je ne l'ai pas vu parce que je pense que quand on a des espèces qui sont déchargées comme ça, on a souvent des problèmes de réactivité très particulières et surtout avec le lithium, il y a des formations d'agrégats et ça me fait penser à toute cette chimie de la pyridine en particulier et je ne pense pas que ça soit quelque chose qui ait été fait. Je ne l'ai pas vu. Par contre, en termes du groupement protecteur, les travaux de SAMS, que j'aurais pu d'ailleurs présenter avec le groupement SEM, sont peut-être plus, disons, élégants dans le sens où il ne fait pas vraiment une déprotection, reprotection, il fait, disons, une migration, comme on peut faire migrer un, un proton en utilisant, dans l'étape de migration, une quantité catalytique de chlorure de SEM. Et c'est peut-être, disons, une astuce qui permet de s'affranchir de l'étape de protection-déprotection. Et c'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu présenter, ça pourrait être, disons, l'occasion aussi de présenter ça dans une lettre scientifique. Mais autrement, pour répondre à votre question, je peux pas, disons, être sûr parce que c'est possible, mais j'ai pas vu et pourtant bon, tout du moins j'ai essayé de bien fouiller cette chimie du pyrazole. Alors il y a une autre question qui me dit, vous mentionnez les difficultés avec le pyrazole de réaliser des réactions d'acylation de Friedel-Crafts. Qu'en est-il de la réaction? Ah oui, avec la réaction de Filsmeyer-Hack hein, qu'on voit par exemple avec le phénol. Euh, Par contre, ça marche relativement bien. Effectivement, il y a pas mal d'exemples sur le pyrrole quand il est N-alkylé, le pyrazole, pardon, quand il est N-alkylé. C'est des réactions qui fonctionnent avec des rendements. Hein. J'ai en tête quelques exemples comme ça où on utilise d'une manière générale DMF, POCl3, hein, c'est souvent ce qui est utilisé, un peu moins DMF, SOCl3. Et là, on a des rendements qui sont l'ordre de 50 à 60%. Mais effectivement, c'est une réaction qu'on voit dans la littérature, et peut-être que l'intermédiaire de Filsmeyer est peut-être bien plus réactif. Les auteurs utilisent de l'acétate avec la pyridine comme substituant. Alors, ça c'est mon collègue Johan Leblanc, mon étudiant de thèse, qui pose une question. Alors c'est le transparent 15. Le transparent 15. Alors la question était, d'accord, je vois bien. Alors, ah oui, alors le problème de la pyridine et de l'acétate d'éthyle, c'est pas vraiment un problème, parce que ce qui se passe, c'est que le pKa de la pyridine, du pyridinium est de l'ordre de 5, donc l'acide acétique, c'est pareil, ça doit être des équilibres, et je pense pas que ça dérange plus que ça, c'est pas un drame que la pyridine soit, dans ces conditions-là, soit protonée, parce que en plus, avec le substituant, je pense que ça doit être à peu près de la même acidité que l'acide acétique, donc ça doit être des équilibres et ça ne pose pas de problème en termes de réactivité. Ah oui, c'est vrai que c'est une question qui est vraiment intéressante parce que c'est vrai que dans la synthèse de Knorr, on dit toujours qu'on passe par une hydrazone. Donc, on doit obligatoirement impliquer l'azote qui est NH2 pour effectuer, bien sûr, l'hydrazone. Mais on pourrait très bien imaginer d'utiliser le NH et passer par une énamine. Et on aurait, disons, la cyclisation là aussi. Alors, il y a des études qui ont été faites, et en particulier, ce sont les gens de chez Pfizer hein, qui ont énormément étudié cette réaction, qui ont montré la chose suivante. Dans certains cas, si on utilise le NH de l'hydrazine, on va former, comme dans le premier cas avec l'hydrazone, un hémiacétal. Alors, c'est une réaction d'une part qui est réversible,
et dans le cas de la formation de l'hydrazone, ce n'est pas le cas. Et ensuite, le passage de l'énamine, de l'hémiacétal à l'énamine est une réaction qui est excessivement lente. Donc, ça fait que c'est un processus qui n'est pas favorable. Mais je pense qu'il y a certains cas où on l'oublie, mais il faudrait y regarder, disons, à deux fois, parce que il y a tellement une diversité en termes de réactivité quand on a des diones 1,3 qu'on ne peut pas exclure effectivement le passage par une énamine. Alors la slide 23. Alors, alors il faudrait que je revoie. Y a-t-il des exemples avec un azote en R1 et en R2? Alors, ah oui, il y a des oui, ah non, parce que il faut avoir, je pense, des dérivés carbonylés, parce que autrement la réactivité d'un carbonyle d'amide et un carbonyle de cétone est très différent. On peut avoir des motifs de type, amide avec en alpha la fonction amide un vrai carbonyle, donc ça marche vraiment bien, et d'ailleurs il y a des exemples, mais que ça soit un carbonyle d'amide qui soit impliqué, je n'ai pas souvenir de ce genre de situation, et je pense qu'en termes de réactivité, ça doit être quand même plus délicat, hein, puisque les carbonyles d'amide n'ont pas la réactivité de carbonyle de cétone. Donc, bah, écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous, hein, pour nous avoir suivis cet après-midi, et bien, j'espère à bientôt dans le prochain webinaire. Donc, si certains d'entre vous ont des idées de sujets, hein, ça serait très intéressant, et on pourrait éventuellement faire un webinaire sur des sujets qui nous seraient suggérés par les gens qui nous écoutent lors de ces webinaires. Voilà, eh bien, écoutez, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.